Bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur l'ami suisse. Oui. Bon, tu te souviens, on avait fait un constat il y a un moment déjà sur la démocratie. Oui. Bon, je mettrai les liens. Alors, c'est vrai que lorsque l'on fait le bilan, c'est pas folichon, tu vois. Depuis 1789, la Révolution française, tu vois, on a remplacé la France cléricale, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, a été remplacé par la devise liberté, égalité, fraternité. Trois mots pleins d'espoir, tu vois, plein d'espoir. Alors bon, je ne vais pas me lancer sur le thème de la liberté, il y aurait beaucoup à dire. Disons, pour faire court, que la liberté est relative et qu'évidemment, tant qu'on n'est pas trop subversif, ça va. Mais je voudrais parler d'égalité et de fraternité. Alors, on croyait que la Révolution française devait mettre fin aux inégalités et aux privilèges. Que nenni! Que voit-on? Eh bien, un fossé qui s'est infiniment agrandi entre les différentes classes sociales. Les prolétaires, bon, le terme, ça a un peu des vieux relents de communisme à la marxisme, mais bon, j'en vois pas d'autres. Hein. Je veux parler de la classe sociale la plus précaire, tu sais, celle au bas de l'échelle. Tu sais, celle qui est même pas au premier barreau de l'échelle, tu vois. Ouais. Eh bien, ces prolos n'ont jamais autant été dans la précarité. Quoique, dans l'Ancien Régime, c'était pas triste non plus, avec une féodalité inique qui oppressait les sujets sans vergogne. C'était pas les taxes à l'époque, mais c'était la dîme, tu vois. Enfin bref, statu quo. Quant à ceux tout là-haut perchés, bah ils grimpent, tu vois, infiniment aussi, tu vois. C'est l'ascension de l'Himalaya, non-stop. Et la classe moyenne, alors eux, n'en parlons pas, ils sont en train de dégager la piste, comme on dit au cirque. Tout ça pour dire que le système s'est super féodalisé, finalement. La démocratie, c'est devenu la vitrine d'un système qui n'ose plus dire son nom. Hein. Ouais. Ah, j'oubliais aussi, tiens, la fraternité. Alors là, c'est le pompon. L'homme n'a jamais été aussi individualiste qu'aujourd'hui. Il se cramponne à ce qu'il a, je te dis pas, tu vois. Faut pas le perdre, hein. Finalement, cette société qui a eu ses heures de gloire pendant les 30 glorieuses, c'est le cas de le dire, a réussi à formater l'homme en vrai consommateur. Et dans le mot consommateur, il y a le mot sommateur, évidemment. Ah oui. Alors, bon, en vrai consommateur, sauf qu'aujourd'hui, sa faim que j'écrirai F-A-I-M, sa faim de matériel ne justifie plus ses moyens. Tu vois. Mais alors, par contre, alors, hier j'ai vu toute une émission sur Poutine. Oh là là, le despote. Mais tu vois, c'est un bonhomme déjà, il est cruel, il a été formé par le KGB. Bon, maintenant ils ont créé le FSB, tu vois, qui est la nouvelle version du KGB. Mais alors, il dirige le pays d'une manière, avec un totalitarisme terrible. Il extermine, bon ça c'est pas nouveau, mais ça fait des années, le peuple tchétchène sans que personne s'en offusque vraiment. La communauté internationale reste silencieuse et tous les dirigeants du monde sont à ses pieds. Parce que il détient le monopole du gaz, du pétrole, donc ça tient à peu de choses tout ça. Donc tout ça pour dire que finalement la démocratie, c'est peut-être le moindre mal. Hein. Non, mais attends, parce que quand même malgré tout, on arrive à slalomer entre tout un tas de choses. Tu vois, quand tu vis en France, tu arrives à faire ce que tu veux si tu es malin, tu vois, tu peux y arriver. Alors que dans ces pays-là, t'es coincé, quoi, t'es pris dans un étau. Pas du tout, si t'es malin, t'arrives à devenir président de l'Union soviétique, de la Russie. Non, ça n'a rien à voir. Oui, non, mais attends, les ça n'a rien à voir, les malins, c'est les malins. L'histoire est pas là, il n'y a pas de liberté, ça n'existe pas.
dans une démocratie. La démocratie, c'est une idéologie. On pourrait, en tant qu'idéologie, on peut échafauder une multitude de choses. Dans la pratique, c'est absolument impossible. Sauf dans des petites collectivités, ça dure ce que ça dure. Ça ne peut pas aller sur la durée. C'est pas comme ça qu'on doit s'y prendre si on veut envisager une harmonie entre l'humanité et puis d'ailleurs le restant même de la nature. C'est pas comme ça que ça marche. Ce qui veut dire que cette oligarchie qui s'est instaurée dans le suivant quel coin, là, elle est la suite normale, inclue dans la démocratie. Ouais, on ne peut pas arriver à autre chose. Dans cette émission que j'ai vue hier, l'oligarchie en Russie, c'est la vie de château, hein. Bon, faut aimer, hein. Mais par contre, ils ne doivent absolument pas s'occuper de politique. S'ils s'occupent un tant soit peu de politique, ils sont lynchés. Donc là, il y a une journaliste aussi qui s'est occupée à un moment donné de la cause tchétchène, elle a été assassinée, tu vois. Donc c'est vraiment des méthodes expéditives, comme on en voit rarement quand même dans les démocraties telles que celle en France quand même. Oui, mais parce que c'est provisoire. Disons qu'ici, il peut très bien arriver exactement le même plan. C'est pas quelque chose qui en soi est exceptionnel. On aboutit inévitablement à cette destruction systématique de l'ensemble de tout. Tout simplement parce qu'on s'occupe d'un aspect des choses. Tout le monde va s'occuper d'un aspect. C'est-à-dire que, par exemple, pour l'homme, il va s'occuper de son corps, de son mental, et puis voilà. Bon. Et pour que son corps soit sain, qu'il soit en bonne santé, que son mental soit équilibré, bref. Simplement, c'est comme toujours, si on s'occupe de la cage, l'oiseau, lui, il n'est pas heureux dedans. Tu comprends? Il faut s'occuper de l'oiseau qui est à l'intérieur de la cage, si on veut qu'il soit content. Et là, il n'y a plus rien. Et tout est fait pour détruire systématiquement tout ce qui pourrait toucher à l'aspect essentiel. Il n'y a qu'à voir ce qui se produit au niveau des religions. Quand on parle de démocratie, de liberté, j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, j'ai dit quelque chose, c'était qu'il faut se cacher plus pour prier que pour pisser. Oui, mais attends, excuse-moi, à ce moment-là, on se cache et puis on vit son truc. On n'est pas obligé aussi d'aller faire de l'ostentation et d'aller montrer à tout le monde qu'on est religieux. Oui, c'est une anomalie, donc on vit dans une anomalie. Donc c'est comme si c'était jeté à l'eau, donc on nage, et puis voilà, on s'occupe de son truc. D'accord, mais simplement, c'est pas notre élément. Donc l'homme vit dans un élément qui n'est pas le sien, qui est un bouillon de culture, qui l'amène inévitablement à une destruction. C'est tout. C'est pas compliqué. Mais il faut regarder ça par un bout. Si on regarde ça sentimentalement, comme toujours, oui, c'est pas mal, parce qu'on ressent, on sent. Qu'est-ce que tu veux qu'on aille où avec ça? On va nulle part. C'est comme avec l'histoire du destin, on en a parlé là. Si on mêle une logique avec un peu de sentimentalisme, les choses les plus claires deviennent incompréhensibles. C'est normal. Pour en revenir à la tradition de l'Inde qui a mis l'accent sur les cas, elles existent partout, mais eux, ils ont mis l'accent là-dessus. L'autorité, revenons au brahman, qui était représentant de l'autorité spirituelle. Le pouvoir temporel revenait aux kshatriyas, qui sont des guerriers de tempérament, à l'intérieur desquels vit cette générosité, cette noblesse, qui est représentatif du vrai guerrier. Je ne parle pas d'un soldat, d'un mercenaire, d'un tueur quelconque. Voilà. Actuellement, la démocratie, c'est des questions de voix, de suffrage. N'importe qui peut accéder au pouvoir le plus élevé. Ce qui veut dire que pour en revenir au cas, après les kshatriyas, on avait donc aussi des vaishyas, qui étaient des commerçants, des shudras, qui étaient en somme les travailleurs, puis après il y avait les orcas, les chandala, qui étaient ce qu'ils appelaient les mangeurs de chiens. Mais actuellement, un mangeur de chiens devient président d'un pays. Il n'a ni les capacités, il n'a rien pour ça. Il n'a rien, sauf qu'il est là, il va jouer son rôle, c'est là où le destin de nouveau rentre en ligne de compte. Il est là pour accomplir, sous la forme qui lui a été donnée, la subversion totale, c'est-à-dire la disparition même de ce pays et de cet ensemble, de cette collectivité. Voilà pourquoi il est là. Donc il a la place, il a l'accès puisqu'on est en démocratie. Actuellement, on me dira, mais qui c'est qui peut juger cela? Bien sûr, on est en démocratie, il n'y a plus de jugement possible, il n'y a plus de référence possible, il n'y a plus rien. La référence dans le monde moderne, c'est quoi?
Quelqu'un qui a gagné de l'argent, il est considéré. Qu'il l'ait gagné n'importe comment, ça n'a pas d'importance. Oui, qu'il l'ait gagné. Il n'est pas en tôle, puis il est millionnaire. Voilà. Hein. Non mais j'entends, faut arrêter. On est dans un délire complet. C'est tout. Alors qu'on parle de démocratie, qu'on parle de régime totalitaire, c'est tout du caisse. C'est la suite logique des choses. Un régime autoritariste comme ça, c'est le pas d'après? C'est même pas le pas d'après, c'est une des formes. La démocratie, la preuve en est, un bonhomme comme celui qui est président actuel de la Russie, il a pu accéder là, alors que dans une société normalement constituée, son rôle n'était, en tout cas pas nécessairement, d'être chef d'État. Il n'y a que dans la démocratie qui peut en arriver là. Ou alors c'est des mouvements, une prise de pouvoir. Mais même cette prise de pouvoir, elle ne vient pas à l'esprit d'un personnage quand il vit sur un plan traditionnel. Pourquoi? Parce qu'il sait lui-même que ça ne lui sert à rien de prendre ce pouvoir. Il ne pourra pas maintenir l'équilibre qui est nécessaire. Il le sait quand il y a un moindre de petite parcelle d'intelligence. Il ne se mêle pas de faire des choses qui n'ont pas les capacités. Et bien là, c'est plus un souci. La capacité, elle est inversée. Donc c'est pas un problème. N'importe qui, le plus terrible, le plus sanguinaire, le plus puant des personnages, peut devenir le président du nouvel ordre mondial. Comment vous dites? D'ailleurs, déjà pour chercher le pouvoir, pour chercher à être chef d'État, le fait de chercher à de faire des pieds et des mains pour y arriver, c'est déjà un signe. Un roi dans le sens traditionnel, il est roi parce qu'il est obligé. C'est pas une place que tout le monde envie dans des conditions normales. Celui qui est le chef, il a beaucoup plus de devoirs que celui qui est en dessous. Puisque c'est le meilleur, c'est lui qui doit montrer l'exemple de tout. Il ne peut pas se louper. Et c'est comme ça que ça marche dans un cadre traditionnel. Là, c'est exactement renversé. Donc c'est inutile d'essayer de patauger là-dedans. Circuler, il n'y a rien à voir. Mais alors rien, chez rien. Et quand tu parles de la Révolution française, puis qu'on a croqué au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit contre liberté, égalité, fraternité, mais on n'a rien troqué du tout. Parce qu'il avait fallu donc perdre la notion de ce que représentait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En même temps, on perd inévitablement la notion de ce qu'est liberté, égalité, fraternité. Puis après, on change de drapeau pour faire semblant qu'il y a eu quelque chose qui s'est produit, même si on y croit d'ailleurs. C'est un semblant qui peut être une illusion collective, mais il n'y a plus rien de rien là-dedans. Oui. C'est pas compliqué. Alors il a fallu des générations de rois déchus pour en arriver à ce qu'on jette de nouveau, comme je dis souvent, le bébé avec l'eau du bain, et puis adieu. Si on veut comprendre quelque chose, le mieux c'est d'aller revoir ce que peut représenter une collectivité qui vit selon une éthique traditionnelle, puis aller voir de près. Là, il y a quelque chose à voir. Il a fallu aussi que l'Église ait dégénéré pour qu'elle soit supplantée. Oui, mais c'est pas l'Église, c'est de nouveau les personnages. Oui, oui, bien entendu. Oui. Eh ben oui, mais il faut bien le spécifier. Autrement, on jette le bébé avec l'eau du bain. Oui, oui, bien sûr. On jette l'Église avec les personnages qui n'ont pas suggéré. Oui, oui, c'est clair. Je vais te donner une petite histoire qui en dit assez long sur un comportement. Bon, une histoire réelle. Un jour... Je crois qu'on en a parlé de ça. Ben, j'en reparle. Une femme s'est retrouvée blessée. Dans son amour-propre. C'est peut-être intéressant d'en reparler maintenant. Oui, alors là, il s'agit d'un village qui est constitué avec des petites maisons en bois et recouvertes de feuilles. Et ces maisons appartiennent aux femmes. À un moment donné, un homme, il a un peu brusqué sa femme dans les paroles. Elle s'est sentie blessée. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à démonter la toiture de la maison. C'est sa maison, elle peut faire ce qu'elle veut avec. Bon, le mari voit ça, il réfléchit à ce qui s'est produit. C'est lui qui s'est loupé, on peut dire. Il commence à lui dire, t'as raison, c'est le moment de les laver. Et il lui donne la main à les enlever. Tout rentre dans l'ordre. Pourquoi? Parce que la femme, elle n'est pas obligée de manifester autre chose que le fait de continuer. Parce qu'elle va regretter aussi son acte. C'est toujours des choses qui se regrettent les unes après les autres, si ça a été fait dans un certain état d'esprit. C'est pas l'acte en lui-même, mais c'est l'état d'esprit. Alors là, en l'occurrence, il lui donne la main,
il lave les feuilles, puis de ça, il remet ses feuilles sur le toit, et en même temps qu'ils étaient en train de les laver, le restant de la tribu le voit ça. Qu'est-ce qu'ils font? Tout le monde démonte les feuilles de leur maison et les lave. Tout le monde remonte tout ça, les feuilles sont toutes propres, toutes neuves, et quand c'est fini, c'est la fête. Voilà. Voilà une attitude chez les sauvages. Tu veux dire que là, on renchérit dans le sens de l'élévation, alors que nous, pauvres humains civilisés, on a tendance à renchérir dans l'autre sens. Il faut considérer une chose, que par rapport à l'éthique traditionnelle, les sauvages, c'est quand même des personnages qui n'étaient pas l'élite sur le plan traditionnel. Mais ces personnages-là, voilà leur attitude. Qu'est-ce qu'on va parler, discuter d'attitude dans le monde moderne? Ouais. Il n'y a plus d'attitude. Même la vermine ne voudrait pas d'une vie comme celle-là. Ouais. Bon, voilà, tout le monde trouve à batailler là-dedans. Mais c'est infernal tout ça. Et quand tu analyses la chose d'un bout ou d'un autre, on parle d'une élite, on parle de je sais pas quoi. Mais il faut stopper. Il faudrait changer complètement la terminologie de tout ça. Quelle élite? Elle est où l'élite? Où est-ce qu'elle se situe? Bon, elle n'existe plus. Mettons que si elle existe, à quelle profondeur il faut qu'elle se cache pour ne pas se faire couper la tête? Ouais. En tout cas, donc, la conclusion, il n'y a aucun modèle proposé actuellement qui soit satisfaisant. Absolument pas. Et donc, il n'y a que dans le cadre de revoir ce que représentait véritablement une vie dans un monde traditionnel, qui était vivant, pas qui était sur la décadence totale, mais qui était en vie. Et là, actuellement, tout se passe à l'envers. C'est pire qu'à l'envers. C'est la dissolution totale. J'en reviens à ce qui est dit dans le monde traditionnel. L'humanité actuelle est en état de décomposition. C'est tout. Ok, ben écoute. Je lance à m'excuser toujours avec ma façon de parler. Parce que je sais que j'ai un caractère un peu irascible, mais que pour me prendre. Oui, mais on te connaît maintenant. Ah bon, ça va alors. Allez, à bientôt. À bientôt. Oui. Au revoir. Au revoir.